Bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui le troisième épisode du Calisthenics Science Podcast avec Alexandre. Salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous nous avez récemment posées et on va aussi faire deux rubriques, deux épisodes du Critique ma routine. On a aujourd'hui deux personnes qui veulent des conseils sur notre routine d'entraînement. On va commencer du coup directement avec la première routine d'entraînement que je vais vous décrire à l'oral. Alors c'est déjà quelqu'un qui a un historique plutôt d'entraînement en musculation, qui se met maintenant à la force et aux figures de calisthenics, et qui est sur un entraînement en 5 jours par semaine. Il est sur 3 séances haut du corps et 2 séances bas du corps, avec un petit peu de mobilité par-ci par-là, avant les séances. Alors déjà, au niveau de son format, on voit que sur ces 3 séances haut du corps, on a différents focus sur chaque. Donc on a un jour, le lundi, qui est plutôt un jour bas en répétition, donc avec des objectifs de force. On a 3 exercices de poussée, développé incliné, dips, développé militaire, et 2 exercices de tirage, donc des tractions et du rowing. Et ensuite, on a 2 exercices plutôt d'isolation, un exercice de biceps et un exercice de triceps, donc des dips entre deux bancs. On est sur des fourchettes de répétition allant de 4 à 8 répétitions globalement. Son deuxième jour, c'est un jour bas du corps. On reste sur des fourchettes de répétition plutôt basses. Et il a inclus un petit peu de travail de figure au début, avec du handstand et du front lever. Ces exercices sont du squat, du soulevé de terre, jambes tendues, aussi appelé Romanian deadlift, de la leg press et des fentes statiques. Sur son troisième jour, on fait un petit peu de mobilité en début de séance. Mets ton micro un peu plus loin. Et on a ensuite du travail du haut du corps, cette fois-ci sur des fourchettes de répétition un peu plus élevées. Donc on peut supposer qu'il fait ça plutôt pour avoir un travail d'hypertrophie, donc de prise de muscles. On a plutôt des exercices de poussée, donc des dips, des pompes, des pike push-up qui sont des pompes sur les épaules. Et on a ensuite des tractions, donc un jour plutôt orienté poussée et hypertrophie. Pardon, j'ai oublié de préciser, on avait aussi des tuck front lever pull-up au début. Donc on garde un petit peu de tirage quand même. Ok, sur son quatrième jour, on repart sur du bas du corps, mais cette fois-ci sur des fourchettes de répétition un petit peu plus élevées et sous un format de circuit. Il a ici mis du pistol squat, donc le squat à une jambe, du hamstring curl, on ne sait pas de quelle façon il le fait, mais potentiellement sur une machine, des CC squats, donc c'est un exercice pour les quadriceps au poids de corps, et du glute bridge, je suppose, pour les ischios et les fessiers. Donc on est sur du 8 à 10 répétitions par exercice. Et son dernier jour, c'est un jour figure et abdos, donc avec du handstand, du front lever, du L-sit et un circuit un petit peu d'abdos. Donc on a ici des exercices, du gainage, relevé de genoux, encore du gainage, des crunchs. Bref, des exercices très classiques. On a une routine qui, là, est certainement cohérente, qui est basée sur des bonnes idées pour ses objectifs. C'est un individu qui veut améliorer différents aspects de son entraînement, donc sa force et son hypertrophie du haut et du bas du corps, ainsi que d'améliorer sa mobilité. De ce qu'il nous a dit, il cherche à être le plus complet possible. Et on voit qu'il a l'intention de travailler à la fois sur la force et l'hypertrophie, vu la DUP, donc Daily Undulating Periodization, qu'il a sur sa semaine, qui est le fait d'inclure à la fois des fourchettes de répétition hautes et basses. Donc c'est ça pour l'instant qu'on peut donner pour survoler son entraînement. C'est un peu ça le concept de sa routine. Qu'est-ce que tu as à dire, Alexandre, pour l'instant? Globalement, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Après, il y a moyen de compléter deux, trois trucs. Donc, je vais peut-être critiquer un peu jour par jour et puis refaire un petit check-up complet. Donc, au niveau du design du programme, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas un peu les poids qu'il utilise et tout, mais je sais bien qu'il prend en note et qu'il traque un peu ce qu'il fait. Donc pour le premier jour, l'incliné halter, pour moi ça me paraît assez dur de faire des 4 à 6 reps avec des halters, c'est un peu plus à risque qu'avec barre. Tu pourrais mettre déjà plus d'intensité avec barre, peut-être qu'avec halter, après si tu maîtrises vraiment bien cet exo, pourquoi pas. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise, un bon setup, donc why not. Après, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être aussi, nous on est fan de faire des séries combinées pour gagner un peu du temps et faire
par exemple ton développé incliné en même temps que ton rowing en superset. Après, si tu as beaucoup de temps et que tu sens que tu as un peu une lacune sur la poussée, ou alors que tu as vraiment envie d'optimiser ta poussée, bah, pourquoi pas. Après, ouais, au niveau de la souplesse, là, tu l'as mis avant, moi je la mettrais peut-être après, ou même pendant, si t'as pas beaucoup de temps non plus. C'est vu que tu fais le haut, pourquoi pas faire le bas en trisette, ou alors la faire après, parce que ça va avoir tendance à te ralentir un petit peu ton système nerveux, et tu vas travailler plus ton système parasympathique, et donc c'est pas optimal de la faire avant. Ouais, parce qu'on a ici, donc quasiment en chaque début de séance, Ouais. donc plusieurs fois par semaine, des exercices de mobilité, donc plutôt même de souplesse passive, donc des étirements passifs qui ont tendance à plutôt nous relaxer, plutôt activer le système nerveux parasympathique, comme l'a dit Alexandre, et ça peut réduire notre production de force à la suite de la séance de renforcement. Donc ce serait peut-être plus pertinent de mettre les étirements à la fin de la séance plutôt qu'au début. Ouais. Après, tu mets par exemple squat complet mobilité, bah, tu peux faire une petite routine de squat, même avant un jour haut, mais style en mobilité, tu vois, c'est là pourquoi pas, ça met un peu d'échauffement, une mobilité pour le haut, et après, tu attaques la séance, et en fin de training, tu fais ton grand écart ou des autres stretching. Ouais, donc on va continuer la suite. Ensuite, moi je trouvais aussi, ouais, donc traction de prise large, nickel, military press, c'est pas mal aussi. Donc tu réduis un petit peu le volume sur la fin. Donc ouais. Juste sur la fin, faire du curl prise marteau avec halter en 3 séries de 6 à 8. C'est beaucoup d'intensité aussi pour les biceps, surtout que tu as déjà travaillé pas mal en intensité avant. Donc moi je ferais peut-être plus de reps, peut-être travailler sur des fourchettes plus hautes, style 3 fois 8 à 15. 8 c'est déjà assez intense. Pour le dips entre deux bancs, bah, pour moi, tu ferais. Ouais, ça peut être pas mal pour focus un peu la triceps après. Mais t'as déjà du dips lourd avant, donc moi, je ferais peut-être un autre exercice pour vraiment mettre l'accent sur le triceps. Donc voilà, sinon, c'est pas mal parce que tu focuses quand même biceps, triceps en fin de séance, un peu d'isolation. Peut-être mettre un peu de coiffe des rotateurs, travailler un peu de points faibles au niveau de la scapula, peut-être faire. Je sais pas si t'as déjà vu un peu les vidéos que Morgan et moi propose, faire du Y raises avec bâton ou faire du wall, du W to Y, faire même peut-être du face pull à la poulie ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Ouais, comme l'a dit Alexandre, donc plusieurs choses sur le travail des bras en fin de séance ici. Tu as tes exercices de bras qui sont en 6 à 8 répétitions. C'est quand même assez intense, sachant que le reste de ta séance était aussi sur des séries allant de 4 à 8. Sur les exercices d'isolation, on a tendance à aller un petit peu plus léger, parce que c'est pas non plus aller très lourd sur les exercices d'isolation qui vont te permettre, te faciliter une meilleure prise de force sur tes exercices polyarticulaires. Les exercices d'isolation, on les fait juste plutôt pour l'hypertrophie qui va se transférer bien sur ta force sur les autres exercices. On ne cherche pas à gagner en force sur un biceps curl. On cherche à progresser dessus, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'utiliser des très hautes intensités pour tirer le maximum de tes exercices d'isolation. Et ça peut même être dangereux sur le long terme niveau blessure de travailler uniquement du lourd. Et c'est bien de profiter des exercices d'isolation pour faire un peu plus léger sur ces groupes musculaires-là. Ouais. Et donc, oui. Je voulais dire une petite anecdote pour le biceps curl. L'année passée, j'ai vraiment un focus. Je voulais essayer d'aller chercher les 3x10 à 20 kg en curl incliné. Malgré que j'ai pas des grosses prédispositions pour les biceps, c'était un des objectifs. Je voulais vraiment valider cette performance pour me dire de focus sur un autre exercice. Et donc, je faisais un jour en 3x8 et un jour en 3x12, quoi. Et donc, j'essayais chaque fois de. Et je m'étais vraiment lourd, limite à l'échec à chaque fois. Et j'ai quand même réussi à monter. J'ai pas réussi à faire le 3x10, mais j'ai fait le 3x8 à 20 et une série de 10 à 20 une fois. Donc, il y a moyen de rester dans des reps élevés et d'augmenter ta charge, quoi. Donc, pas obligé d'aller chercher du 6 reps. Ouais, donc rester sur des intensités un petit peu plus faibles, ça peut être pertinent pour le travail de bras, d'autant plus que tu as déjà des hautes intensités pour le reste. Et comme l'a dit Alexandre, tu pourrais profiter de là tes exercices de fin de séance pour plutôt faire des exercices peut-être de prévention des blessures, peut-être un peu de mobilité, du travail de la coiffe de rotateur, du travail des muscles de la ceinture scapulaire.
ce genre de choses. D'autant plus que ce sera intéressant de rajouter la mobilité haut du corps à la fin de tes séances parce que t'as pas, je crois, de mobilité le reste du temps pour le haut du corps. Il y en a pas mal pour le bas du corps, mais Ouais. pas tellement pour le haut du corps. Surtout que pour le haut du corps, ça va être limite plus important que la bas du corps si tu as envie d'avoir un handstand solide. Ouais, Donc, tout à fait. on va passer au deuxième jour. Donc ouais, donc tu commences la séance avec du handstand, donc ça c'est nickel. Donc placer ces séries d'ATR en début de handstand en début de séance, c'est un bon point parce que tu as plus de focus moteur, tu as un meilleur contrôle moteur, tu es encore frais aussi au niveau du système nerveux, tu pas encore généré de fatigue musculaire et nerveuse, donc c'est le meilleur moment pour la travailler, ou alors en dehors de la séance si tu as le temps, mais si tu n'as pas le temps en début de séance, c'est parfait. Euh, ouais, donc souvent même combiner un peu ça avec de la souplesse haut, ça peut être sympa. Surtout si tu fais le bas après, mais bon, même faire. Donc ouais. Et puis tu fais un petit peu de front lever avant la séance jambes, donc ouais, pourquoi pas, c'est pas mal du tout. Euh, Par contre, les talk front lever, tu fais 4 fois, même la handstand, 4 fois max. Mettre max, c'est quand même risqué. Il faut toujours, même en handstand, essayer de garder toujours 2-3 secondes, bah, au moins quelques secondes de rab pour pouvoir garder une certaine fraîcheur aussi. Parce que si tu es toujours à l'échec et que tu commences à trembler dans tes séries de handstand, tu vas te fatiguer, et puis ta prochaine série, tu vas perdre des secondes. Il faut toujours garder des répétitions dans le tank. Et pour le front lever aussi. Si tu fais surtout, faut traquer aussi tes progrès, pas faire 4 fois max, et puis être tout shaky. En plus, en talk front, tu m'as envoyé un message aussi. J'avais vu que tu faisais des séries de 30 secondes en talk front lever. C'est pas très productif. Moi, j'essaierais plutôt de passer à de l'advanced talk front lever et, euh, et tu mets pas 4 fois max, tu mets par exemple 4 fois 8 secondes, et la séance d'après, la semaine d'après, tu essaies de faire 9 secondes, 10 secondes, et ainsi de suite. Donc, après, là, ce qui est bien, c'est que tu fais du raises, donc tu choisis une progression dynamique, puis tu fais un hold, donc c'est pas mal. On va dire que si tu fais pas mal de dynamique, ça va permettre de construire ta force, et faire du hold, ça va permettre de l'exprimer. Donc voilà. Et après, au niveau de la séance jambes, du squat bar, nickel. 4 séries de 6 à 8, back squat, c'est pas mal. Soulevé de terre, jambes tendues, moi je le mettrais soit plus de reps, ou peut-être moins, ouais, plus de répétitions, et peut-être mettre un peu de tempo. Donc travailler, si tu restes dans ce rep range, mets beaucoup de tempo. Alors mets peut-être 5 secondes de descente, et, ou alors moins de tempo et augmente plus les répétitions. Puis la leg press, bah ouais, pourquoi pas aussi. Moi, je mettrais de nouveau plus de répétitions là-dessus. Et je privilégierais peut-être les fentes avant la leg press. Puis donc voilà. Je sais pas ce que t'as à dire. Alors le squat en 4x6-8, c'est cohérent, je trouve ça très bien. Ensuite pour le soulevé de terre jambes tendues, moi ça me dérange pas trop non plus donc d'avoir des fourchettes de répétitions assez basses pour éviter par exemple que ce soit la poigne qui est le facteur limitant, qui soit le facteur limitant. Mais ouais, comme a dit Alexandre, ça peut être intéressant d'ajouter des petites notions de tempo, donc particulièrement bien sûr sur la phase excentrique, d'avoir des phases excentriques d'au moins 3 secondes pour éviter de se blesser sur ce genre d'exercice. Et ensuite pour l'ordre entre la presse suivi des fentes également, comme Alexandre, je mettrai d'abord les fentes, puis la presse, parce que dans une séance, on cherche toujours à aller des exercices les plus complexes, les plus techniques, vers les exercices les plus simples, les plus guidés. Donc en fait, la leg press, même quand tu es fatigué, tu peux garder une exécution correcte et pas risquer de te blesser. Alors que les fentes, c'est quand même un petit peu plus dangereux. Si tu es déjà très fatigué, tu vas peut-être perdre ton équilibre. Donc si ton facteur limitant est l'équilibre, c'est un petit peu dommage. Vaut mieux mettre tes fentes avant pour les faire avec beaucoup de qualité, puis mettre la leg press ensuite, qui, elle, la leg press, ne perdra pas non plus en qualité et en productivité, même si tu es déjà un petit peu fatigué. Et également, ce serait intéressant de mettre la leg press dans une fourchette de répétition un petit peu plus élevée. Euh, Pareil, pour les mêmes raisons que ce que j'avais évoqué pour la première séance haut du corps. C'est parce que niveau risque de blessure sur le long terme, euh, c'est un peu risqué de rester que sur des hautes intensités. Et pour l'hypertrophie, il y a pas tellement de raison de rester toujours sur des fourchettes de répétition très basses. Tu peux même aller jusqu'à du 20-25 sur de la leg press
et tu auras des très bons gains d'hypertrophie. D'autant plus que ça sert à rien d'avoir des super hautes intensités pour ta leg press, parce que c'est pas gagner beaucoup de force sur ta leg press qui va t'aider à gagner beaucoup de force sur le squat. L'inverse est plus vrai, mais la leg press, tu bénéficierais certainement d'être sur des fourchettes de répétition un petit peu plus élevées, du type au moins du 10-15, je dirais. Ouais. Ensuite, pour ce qui est du front lever, du handstand, comme a dit Alexandre, c'est intéressant d'en mettre en début de séance, surtout avant une séance bas du corps, comme ça te fatigue pas tellement pour le reste. Mais marqué dans un programme uniquement, tuck front lever, 4 fois max, c'est partir à l'entraînement sans avoir un plan en fait, sans avoir un planning et savoir exactement ce que tu vas faire. Et d'autant plus que un jour où est-ce que tu seras frais, tu vas faire une belle perf. Un jour où tu seras moins frais, tu vas faire une moins bonne performance et tu vas d'autant plus te fatiguer parce que tu iras à l'échec. Donc vaut mieux avoir un format de une fourchette de secondes données du type 8 à 15 secondes. Et comme l'a dit Alexandre, comme ça tu peux planifier ta progression de semaine en semaine. Rajouter une seconde, rajouter une série pour avoir une progression bien plus prévisible. Voilà, c'est tout pour cette séance, ce que j'avais à dire. Ouais, nickel. Donc on va passer à la next. Donc la plus axée push, comme l'avait dit Morgan, mais avec le front en début de séance, front pull-up. Donc c'est pas mal. De nouveau, 4 fois max, il y aurait moyen de travailler dans une trap range plus précise. Ouais, et puis voir aussi un peu l'exécution de tes front lever pull-up, si tu arrives à aller ramener le pubis à la barre, ou si tu fais des front lever pull-up avec une progression plus facile aux anneaux ou quoi, ça serait intéressant de préciser aussi ça. Et puis même quand tu fais front lever pull-up à la barre, parfois on n'arrive pas à faire forcément... c'est un exercice qui est quand même compliqué, donc c'est dur de se dire ah, je vais faire 4x5 à la barre. Souvent, quand on est intermédiaire, voire débutant ou quoi, on arrive à en faire peut-être une où on arrive à toucher la barre et puis plus les autres. Ou alors si tu choisis une progression plus basse, par exemple les faire aux anneaux et monter. Là, on sait très bien en faire 5 et que les 5 se ressemblent, quoi. Mais quand on sera sur une barre, c'est souvent plus dur de toucher avec son pubis ou enfin le bas de. Vous voyez l'endroit où ça va tirer, quoi. Donc voilà. Donc de nouveau la poussée, beaucoup de poussée et pas beaucoup de tirage. Donc là au niveau du truc, ça c'est pas mal. Donc là tu mets lourd sur le dips encore, on va dire. Puis tu fais des pompes en tempo. Ouais, donc pas mal de reps. Pike push-ups, moi je mettrais mes pikes avant les pompes, voire même peut-être avant les dips, si tu as plus de lacunes en poussée verticale. Ouais. Et puis un focus triceps, c'est pas mal du tout. En superset avec traction supination, c'est un bon combo. J'aime bien les supersetter du triceps avec la traction supi. Par exemple, un bon exo, ça serait peut-être de mettre. Je pense que tu pourrais peut-être couper un exercice ou deux, faire du développé couché prise serrée, en même temps que les tractions supination, ça pourrait être pas mal du tout. Alors là, tu enlèverais peut-être les dips ou les pompes, mais les pompes sont intéressantes aussi, donc. Je pense qu'il vaut mieux enlever les dips parce que, en fait, entre les dips et les pompes, j'aime beaucoup les dips. Hein. J'aime beaucoup les dips. Mais les dips sont une amplitude qui est moins pertinente que les pompes pour ce qu'on fait nous en calisthénie. Parce que le mouvement de la scapula n'est pas le même. C'est pas un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements de poussée. Donc que ce soit de la poussée horizontale ou poussée verticale. Le mouvement de la scapula sur les dips n'est pas ce que l'on reproduit sur la planche ou des handstand push-up. Et aussi l'amplitude sur les dips au niveau de l'épaule est moindre que l'amplitude de l'épaule au niveau des pompes. Donc on va plus loin derrière le corps, on a une meilleure amplitude d'extension d'épaule sur les dips, mais de peu, et l'amplitude s'arrête lorsque le bras est le long du corps. Alors que sur les pompes, l'amplitude est globalement plus grande. On va jusqu'à une plus grande position de flexion que ce qu'on va sur les dips. Ouais. Et sur les dips, on travaille pas de la même façon le dentelé antérieur. Donc globalement, si on cherche à la fois un bon exercice d'hypertrophie et qu'aura un bon transfert vers d'autres exercices, les pompes sont souvent supérieures aux dips. Donc les dips seraient plutôt à mettre après les pompes, globalement, à moins que tu aies des objectifs vraiment de street lifting, comme moi, où est-ce que vraiment tu vas améliorer tes dips, et auquel cas tu les mettras un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait quand même
encore de nouveau, peut-être un exercice de prévention de blessure, de scapula ou de rotation externe. Ensuite, le vendredi, donc une séance jambes plus axée poids du corps. Donc, un point en circuit là. Donc, là, tu vas. Au niveau du cardio, c'est pas trop mal. Mais, donc, ouais, au niveau de la progression, ça va être très très dur à traquer. Donc, tu vas enchaîner tout. Bon, c'est pas mal pour, on va dire, ça va te permettre de récupérer ta séance jambes de l'autre jour, tout en maintenant un certain stimulus à ce niveau-là. Puis, au niveau de l'aspect fun, ça peut être plus chouette aussi. L'aspect de temps, bah, ça va très vite ce que tu vas faire là. Donc si tu arrives à progresser de semaine en semaine sur ta séance lourde et que sur celle-ci, bah, tu sens que tu t'améliores légèrement sur peut-être la forme de tes pistol squats qui sont plus fluides, plus propres, que sur que tu mets plus de charge sur les hamstring curls et des choses comme ça. Pourquoi pas? Après, ce serait peut-être plus intelligent de faire de pas le faire en circuit, de mettre certains marqueurs de progression aussi, si tu as vraiment envie de maximiser tes gains en legs. Après, si tu sens que rien que la séance, sur l'autre séance, tu arrives à bien progresser, pourquoi pas. C'est juste que tu pourrais progresser peut-être mieux et plus vite en laissant plus de temps de récup et en faisant des vrais exercices. Ben, après, en faisant des exercices peut-être avec barre ou autre. Après, c'est vrai qu'avoir des beaux pistol squats, c'est un objectif louable. Donc, pour moi, tu arriveras quand même à progresser au fur et à mesure du programme en termes d'hypertrophie et de force au niveau des jambes, mais il y aura moyen de faire ça mieux. Ouais, le souci avec les circuits training, comme l'a dit Alexandre, c'est que c'est difficile à traquer, donc difficile de suivre la progression. Tu peux avoir l'impression en une semaine que tu as mieux performé sur ton circuit, alors qu'en fait, tu as juste pris plus de repos que la semaine précédente. Donc c'est dur à suivre au niveau de la progression, et souvent le facteur limitant n'est pas l'échec musculaire, c'est peut-être plus tes capacités cardio-respiratoires, même parfois ton mental, de devoir enchaîner autant de répétitions à la suite. Et si tu veux améliorer ton pistol squat, c'est peut-être mieux de le travailler séparément, de le traiter un petit peu plus comme un skill ou un exercice de force classique, que là, je dirais presque de le bâcler dans un circuit. D'autant plus que si tu veux le prioriser, ce serait intéressant de le faire séparément, donc pas en circuit, dans le sens où là, si tu fais pistol squat, puis 3 autres exercices, quand tu vas revenir sur tes pistol squats, tu seras dans un état de fatigue qui va pas te permettre d'entraîner efficacement ton pistol squat. Parce que idéalement, tu aimerais le faire en étant frais, en début de séance, et en étant le seul exercice que tu fais. Que tu sois pas sous fatigue de d'autres exercices. Ouais. Moi, ce que tu pourrais faire, si tu aimes bien un peu les circuits training, c'est que tu choisis un exercice ou deux où t'appliques une surcharge progressive, ou que tu laisses au moins 3 minutes de récupération entre chaque série. Et après, seulement, tu fais un petit circuit en type conditioning, quoi. Donc, par exemple, tu fais ton pistol squat, séparément, comme l'a dit Morgan. Et après, tu fais ton petit circuit qui serait plus fun, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant. Tu pourrais très bien faire ça aussi avec du gros back squat et du deadlift. Et après, tu te fais un petit circuit style CrossFit avec des box jump ou du conditionnement, même ou de l'hypertrophie avec machine ou quoi. Donc voilà. On va passer au dernier jour. Donc de nouveau handstand, tuck front lever. Là, tu rajoutes une équerre parce que c'est un jour spécial abs, donc c'est pas trop mal. Après, c'est vrai que faire une grosse séance d'abdos, c'est pas trop mal, mais ça manque un peu de fréquence. Moi, je pense que tu aurais moyen dans les autres séances haut du corps, peut-être faire des vrais exercices d'abdos. Parce que gainage une fois max, gainage une fois max, gainage une fois max, en superset avec des exercices d'abdos. De nouveau, tu vas te fatiguer sur ton max et puis tu vas être moins performant sur ton premier exercice. Je pense que tu auras plus d'intérêt à mettre par exemple des relevés de jeu, ton L-sit à la fin d'une séance haut, peut-être mettre des relevés de genoux à la fin d'une séance jambes, et tu vas splitter ça dans la semaine. Tu pourrais gagner un jour par semaine, après, et mettre ton handstand, ton tuck front lever, ton tuck L-sit un autre jour. Après, si t'aimes bien t'entraîner avec une plus grande fréquence,
C'est pas trop mal, mais essaye de splitter plus tes abdos et tu gardes vraiment ce jour-là peut-être pour faire que du handstand et du front lever. Ouais, peut-être encore un exercice abdos, mais pas besoin de faire un gros abs day, quoi. Après, ça peut être pas mal. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Morgan. Alors, je trouve qu'on retrouve un petit peu le même défaut qu'on avait eu, je crois, la semaine dernière dans une autre routine. Donc, on avait traité dans le Critique Ma Routine, bien sûr. C'est que les gens ont tendance à mettre un jour de skill ou un jour d'abdos. Et ça, c'est une erreur quand même, parce que est-ce que c'est rentable de vraiment s'éclater les abdos sur un jour, si c'est pour avoir des courbatures pendant 3 à 4 jours et avoir une seule stimulation dans la semaine, alors que ce serait bien plus productif, on aurait du travail d'une plus grande qualité. Si on répartissait ici, c'est 1, 2, 3, il y a 6 exercices d'abdos, ce serait plus rentable de en réaliser 2 sur 3 séances différentes. Il y aurait une stimulation plus intéressante parce que tu aurais plus de qualité pour chaque exercice, parce que tu seras dans un état où tu seras sous moins de fatigue. Première chose, et même tu auras 3 occasions de progresser dessus, donc 3 occasions de gagner en muscle, 3 occasions de gagner en force. Là, ce sera assez peu qualitatif, tes 6 exercices. Pareil, on a ici 2 fois gainage, 1 fois max. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve un petit peu le même concept que sur le front lever, où est-ce que tu avais aussi écrit max. Un jour où tu es frais, ça fonctionne bien. Un jour où tu es moins frais, mais où tu veux quand même avoir une bonne perf, tu vas dégrader exécution, etc. etc. Oui, Donc ouais, c'est pas intéressant d'avoir il faut écrit s'accrocher, juste quoi. une fois max. Gainage max, faut le mental solide, quoi. Il Allez, faut le c'est mental. parti pour 5 minutes de gainage. Allez, la Un semaine plaisir. prochaine, je me bats, je fais 5 minutes 01. Ouais, donc c'est vraiment pas une bonne idée de marquer juste une fois Non. max Ouais, comme répétition. C'est trop vague. regarde ma vidéo comment avoir des abdos, et là tu vas voir ce que j'en pense. Lien en description. Lien en description, yes. Bon, Donc ouais, je voilà, pense encore que une c'est pas mal, donc ouais, je peux ça, ça- peut-être. ça pose souci de mettre des max. Il y a trop d'exercices sur un même jour. Tu bénéficierais de les répartir sur ta semaine, comme l'a dit Alexandre. Euh, et ouais, c'est tout, quoi. C'est tout. Donc pas de max et trop d'exercices dans une même séance. C'est pas bon. Ouais. Sinon, globalement, le programme il est bien. Tu travailles au moins 2 fois les mêmes patterns de mouvement. Tu travailles assez régulièrement tes skills, ton handstand et le front lever. Donc, globalement, il est parfait pour faire, enfin, il est bien pour faire des progrès. Il n'y a pas de programme parfait, mais il sera correct et il est adapté à toi. Donc, il n'y a plus qu'à t'y mettre. Peut-être change 2, 3 trucs qu'on t'aura dit aujourd'hui et tu seras bon. Ouais, c'est ça. Si je devais changer peut-être 3 choses au global, ce serait peut-être des fourchettes de répétition un peu plus hautes sur certains exercices. Ajouter quelques exercices d'isolation de la coiffe de rotateur et des muscles de la ceinture scapulaire. Et en troisième chose, ce serait de répartir plus sur la semaine tes exercices d'abdos et peut-être répartir encore un peu plus le handstand, mais déjà 3 fois par semaine, c'est correct. Ok, nickel. On va passer au deuxième programme. Donc aujourd'hui, on teste d'en dire 2. Donc on verra si on garde le format peut-être un seul programme par podcast ou 2. Ici, vu qu'on a moins de questions après, ça devrait le faire. Et dans les prochains, on verra un peu le temps que ça nous a pris. Donc encore un poteau qui m'a envoyé son programme. Donc c'est Kenzo du Calis Phoenix Crew. Donc on mettra la page en description. Donc une petite team qui vient à mon parc. Enfin, plus grosse team, une grosse team on va dire parce qu'ils sont chauds, ils sont chauds et ils sont quand même beaucoup. Et donc je vais vous mettre leur page Insta et tout dans la description. Donc Kenzo, c'est vrai que là il a mis des mesures plus précises, donc il a 25 ans, plus ou moins 70 kilos, c'est vrai qu'on aurait pu le préciser avec Lucas. Bon, on va vite fait le dire, Lucas il a 19 je pense, et plus ou moins 65 kilos, 60 kilos. 1m65 et lui s'entraîne en muscu. Donc, ouais. On va plus s'attarder là-dessus vu qu'on a fini le programme. Donc maintenant on revient à Kenzo. Donc Kenzo a 25 ans, 70 kilos environ, 1m75. Donc il fait du calisthenics depuis 5 ans. Il fait beaucoup d'arts martiaux. Et ses objectifs du moment, c'est le handstand, le middle split. Et il a des objectifs spéciaux en corde à sauter, en vertical jump. Donc ça sera pas du tout un programme traditionnel, donc ça sera
un peu plus, vous allez voir ça, un peu plus exotique. Donc, tac. Donc, ouais, c'est 2 minutes. Parce que le format. Donc, là, c'est une séance, je crois, qu'il fait régulièrement, soit avant ou après. Donc, 2 minutes de garde à sauter, 1 minute de repos 5 fois. Ah, c'est son échauffement, je pense, ouais. Donc, c'est l'échauffement qu'il fait à chaque séance. Donc, ouais. Donc, il fait de la corde à sauter, il fait du handstand. Il fait du handstand au mur aussi. Et voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. On va dire les. Tac. La structure est plus dure à lire. Donc, ensuite, il fait. Je pense qu'il m'a dit que c'est un push-pull legs et un push-pull. Parfois, il s'entraîne 4 fois semaine, parfois 5 fois semaine. Donc, c'est un peu plus anarchique aussi. Hein. Donc, ça sera un peu plus dur à critiquer aussi, mais on va le faire. Donc, il nous a mis aussi sa routine split. Ouais, la routine split, on pourra peut-être globalement. Donc, il fait 30 secondes en. Je vais vite la dire. Donc, il fait 30 secondes de middle split de face, 2 fois. Ensuite, il fait du latéral. Donc le latéral, c'est le side split. Pour moi, c'est la même chose. Donc, ouais, non, ta front split, ouais, puis le latéral, ouais. Donc, le side split, c'est avec putain, comment dire, dans l'autre sens, quoi. Après, ouais. Donc, ensuite, il fait un petit truc, enfin, du split de nouveau devant, du frontal avec les mains au sol. Donc, ça permet un peu de diminuer l'intensité là-dessus, donc c'est pas mal du tout. Et ensuite, il fait du pike stretch, donc c'est globalement pas mal pour les jambes. Donc, si tu l'as fait 2 fois semaine, enfin 2, 3 fois semaine, c'est pas mal pour progresser là-dessus. On va peut-être pas trop s'attarder sur la souplesse. On va regarder directement ce qui nous intéresse le plus, le conditioning. Donc, sa séance push, donc c'est 5 sets de muscle up. Bon, ça permet peut-être 5 x 5 en muscle up. Bon, ça permet un peu de t'échauffer. Moi, je la mettrais pas forcément dans une séance push. Bon, après, je vais dire la séance et je vais laisser Morgan critiquer. Donc, ensuite, deuxième exercice, c'est 5 séries de 10 reps en dips, 5 x 12 en push-up, 5 x 15 en push-up, main sur une box, donc plus haut. Ça permet un peu de diminuer l'intensité. Hop, je vais essayer de retrouver une autre séance. C'est dur à zoomer. Ouais, donc ensuite, la deuxième séance pull, donc 5 x 5 en muscle up de nouveau. 5 x 8 en pull-up, 5 x 10 en chin-up, 5 x 15 en bodyweight row, enfin en Australian pull-up, donc en tirage horizontal. Ensuite, une séance abdos. Il fait beaucoup de gainage et hollow body et des abdos à la barre, donc c'est pas très précisé. Et pour la séance jambes, donc il fait des jump box pour travailler vraiment son vertical jump. Je sais pas si tu mesures un peu la progression à laquelle tu sautes, ça serait intéressant. Ensuite du pistol squat, puis des exercices plutôt dynamiques. Et donc ton objectif, ce n'est pas du tout l'hypertrophie, mais juste de sauter haut. Et ensuite, les jours 4 et 5, soit tu m'avais dit que tu répétais une séance push ou pull. Donc Morgan, qu'est-ce que tu penses de ce programme? Donc allez, Kenzo, il était un peu... c'est un peu un bodyweight puriste, donc il est fan de mouvement, il aime bien jouer avec des bâtons, il est assez libre dans ses entraînements, quoi. C'est pas un gars qui vient, qui fait tout ce qu'il faut, enfin, qui est avec son petit calepin, qui note tout, il est plutôt assez au freestyle. Moi, je pense que tu bénéficierais beaucoup de faire des trucs structurés, mais voilà, on va essayer de prendre le cas où tu peux pas trop le faire et on va te donner 2-3 conseils pour quand même arriver à progresser. Et donc, ouais, Kenzo a des objectifs beaucoup plus spécifiques en handstand qu'au niveau qu'au niveau de la progression pour le reste. Voilà, je Ok. te laisse dire ce que tu en penses. Et déjà, on va faire une petite parenthèse sur la différence entre l'entraînement optimal
et l'entraînement en fun. Là, on est sur un athlète qui est certainement plus sur un entraînement, comme tu m'as dit, libre, plutôt fun, moins structuré. Et ça peut fonctionner, tu peux faire des gains avec une structure plus libre, mais ce n'est pas toujours l'entraînement qui va t'apporter le plus de résultats, parce que ce n'est pas l'entraînement qui sera le plus adapté, l'entraînement qui sera le plus calibré à tes besoins, parce que ce que tu feras d'une semaine à une autre, ça peut varier, tu garderas pas de traces écrites de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, tu garderas pas une trace écrite de tes performances passées, ce qui te forcera auquel cas à chercher à dépasser sans cesse tes performances, parce que c'est engageant dans un sens de marquer ce que tu as fait la semaine passée et de savoir que tu dois dépasser ces performances-là. Donc l'entraînement fun peut fonctionner et ça a pour avantage de te procurer des séances que tu as envie de faire. Donc niveau adhérence, c'est bien, parce que tu rates pas une séance d'un programme que tu aimes vraiment beaucoup. Mais cependant, sur le long terme, tu peux manquer de progrès par manque de structure. Donc par manque de surcharge progressive et par manque de spécificité dans tes objectifs. Donc au niveau des objectifs, tu m'as dit que il était plutôt sur du handstand et quoi d'autre? Handstand, de petits objectifs spécifiques en corde à sauter et sa détente verticale. Et globalement, c'était ça. Et je crois qu'il s'entraîne encore au niveau des arts martiaux. Donc, Ok. D'accord, donc pour ce qui est du handstand, si tu veux vraiment progresser en handstand, il faut vraiment beaucoup de séances par semaine et tu peux faire beaucoup de volume rapidement. Donc il faudrait au moins avoir du handstand 3 à 4 fois par semaine. je crois qu'il m'a dit en écoutant notre autre podcast qu'il commence à s'entraîner ça, c'est un peu la routine qui se ferait maintenant. Et il m'a dit qu'il allait commencer, qu'il commençait à les lancer tous les jours là. Et d'ailleurs, dans l'échauffement, à chaque fois, il était mis quoi? Il était mis handstand. À chaque fois, il faisait une minute handstand. Ouais, il faisait 5 séries de 1 minute de handstand Au mur. freestanding. Non, d'abord, il faisait freestanding libre. Et ensuite, il faisait au mur. Donc, il faisait 5 minutes de handstand en libre, 5 minutes de handstand au mur. Ok. Moi, je ferais là. Ouais, Ce serait peut-être intéressant de faire l'inverse clairement. et de vraiment chercher à progresser sur tes handstands au mur Mais pour t'assurer de progresser en conditionnement. Kenzo a quelqu'un qui a un handstand de dingue. Enfin, j'ai déjà vu faire ventre au mur. Pour moi, perfect line, nickel. Mais au mur, on voit qu'il a une bonne souplesse d'épaule et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand il le fait en libre, tu vois qu'il est il est hyper fermé en fait. Enfin, il est même pas en banane, il est en hollow body. Mais ses épaules sont, ouais, voilà, il est vraiment comme ça. Mais il est gainé, hein, mais il est comme ça quoi. D'accord. Alors Donc, que quand il est un peu en train de plancher le truc, un tout petit peu. Ouais, ouais. Et il a les hanches qui manquent d'extension. Donc manque d'alignement ici, niveau cuisse, tronc. Ça, par contre, au mur, j'ai rien à dire quasiment. Mais tout le monde a un handstand parfait au mur en fait. Enfin, Euh, quasiment tout le monde, parce qu'il suffit d'avoir la souplesse passive d'épaule. Et encore, même quand tu l'as pas tellement, tu peux t'en sortir pour avoir un bon handstand au mur. Et ça peut être qu'il manque de force et de stabilité. Ça peut être ça la raison pour laquelle il n'a pas son handstand parfait. Ça peut être parce que, donc en libre, bien sûr, j'entends. Ça peut être qu'il a la souplesse, mais qu'il n'a pas la mobilité, donc qu'il n'a pas la force dans cette amplitude. Et encore une fois, c'est en mangeant beaucoup d'handstand au mur que il va améliorer sa ligne, même en libre. Donc ce sera intéressant, et je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, Alexandre, de mettre d'abord le handstand au mur avant le handstand en libre. Ça peut sembler contre-productif, mais ça va pas apporter tellement de fatigue non plus de faire d'abord le handstand au mur. Tu seras quand même frais pour faire tes handstand en libre. Et de le faire en début de séance, ton handstand en libre, ça va te forcer, ça va te mettre dans des bonnes conditions à progresser dessus. À rajouter 5 secondes ou rajouter une série à chaque semaine, à chaque séance. Parce que c'est sur le long terme tes progrès sur ton handstand en mur qui vont avoir un bon transfert vers ta durée de tenue et ta forme de tenue en handstand en libre. ouais, Donc ce clairement, je suis d'accord. sera intéressant de mettre du handstand d'abord au mur puis en libre plutôt que l'inverse. L'un va pas tellement impacter l'autre, mais tu seras plus focus pour chercher à progresser sur ta durée, sur ton nombre de séries, si tu en fais d'abord au mur. Ensuite, dans ta séance, dans ta semaine, je sais pas si tu inclus beaucoup de mobilité d'épaule, mais il faudrait en inclure pas mal au début de chaque séance
À la fois parce que comme ça t'échauffe et ça te met dans des bonnes conditions pour avoir l'amplitude disponible pour faire une belle séance handstand. Et aussi parce que de la même façon que tu progresseras sur ton handstand en libre en faisant des handstands au mur, améliorer ta mobilité d'épaule va te faire naturellement progresser en handstand en libre. Donc c'est deux composantes. Donc la troisième étant l'équilibre. Donc ces deux composantes, c'est la force et la mobilité qui vont te rendre fort sur ton handstand. Donc améliore ta force, améliore ta mobilité. Et ensuite, le travail d'équilibre sera fait sur des handstands en libre. Et ça progressera tout seul si tu as la bonne fréquence dessus. N'aie pas peur de faire des séances que handstand. Donc où est-ce que tu passes vraiment une demi-heure même à t'échauffer les poignets, les épaules, la ceinture abdominale, donc le contrôle pelvien, et à faire tes handstands au mur avant de faire peut-être 20-30 minutes de practice, donc d'essai où est-ce que tu lances des handstands en libre. Et aussi, une fois que tu commences à devenir efficace, proficient sur ton handstand freestanding, donc que tu as des holds réguliers de 30 secondes, ce sera intéressant de passer à du tuck, donc bien sûr jambes repliées, à faire du straddle, à aussi, quand tu seras plus avancé, faire du 7. Le 7, c'est le L, donc c'est quand tu te mets en flexion de hanche, donc, comme si tu faisais un L-sit, mais à tête en l'envers, donc en handstand. Et toute autre sorte de forme, pareil, une position dite de diamant avec les jambes. Donc jouer avec différentes formes comme ça, ajouter de la complexité avec les membres inférieurs pour te forcer à rester rigide au niveau du haut du corps, à rester stable. Ça va te permettre de passer vraiment au niveau supérieur une fois que tu seras déjà bon, endurant, efficace, régulier sur ton handstand classique Et ça va te en permettre de libre. te marrer. Et ça va te permettre de prendre du plaisir à pratiquer le handstand, surtout. Également, parce que faire pendant 6 mois uniquement un handstand en libre et changer uniquement la durée, ça peut être un petit peu ennuyeux. Et c'est pas du jour au lendemain que tu vas passer du handstand à deux bras à handstand d'un bras en étant simplement endurant et propre sur les handstand à deux bras. Faut ajouter de la complexité. Après, je sais pas si c'est dans tes objectifs de faire du one arm handstand, mais il y a forcément des étapes entre le two arm handstand et le one arm handstand. Et ces étapes, c'est du tuck, du 7, du straddle. Peut-être même, ça peut être intéressant, secondairement, de progresser vers les press to handstand, etc. Yes. Yes, Ensuite, yes. pour le reste de la séance, je trouve qu'il y a beaucoup de volume, encore une fois, particulièrement sur la séance push. Ce que j'ai vu, il y a 5 séries par exercice, 3 Voilà. exercices de poussée, je crois. Pour la poule aussi, c'est chaque fois 5 x 15. Enfin, il fait 5 x 8, 5 x 10, 5 x 12, 5 x 15, quoi. Sur tous ces exercices. Donc c'est un peu too much. Donc faudrait vraiment réduire le nombre de séries vers la fin. Ce qui est bien, c'est que tu mets une intensité plus élevée au début de séance et puis tu la diminues. Donc ça, c'est bien. C'est un bon point. Et donc, ouais, peut-être faire ton 5x5 en muscle-up pour le pull, il est bien. Pour le push, moi, je le mettrais déjà plus. Et, euh, et après, voilà, peut-être parce que sur le dips, à mon avis, t'auras quand même facile à faire 8 à 12 reps au poids du corps. Donc, peut-être penser à te lester ou Faire à des dips trouver aux anneaux, des Susanoo, ajouter des bandes élastiques qui sont ouais, intéressantes pour équilibrer la courbe de résistance à ta courbe de force, en dips rendant bulgares, l'exercice plus dur en haut. Bulgarian dips, ça pourrait être vraiment pas mal. Ou même peut-être faire des push-ups, des pseudo-planches push-ups, des trucs qui vont, ou même des pike push-ups, ou alors tout simplement pour vraiment améliorer aussi ta force en handstand, faire des handstands, des pompes en handstand ventre au mur, ou voire dos au mur pour faire plus de volume, puis seulement passer sur du conditioning de base, quoi. Et ouais, et puis il y avait beaucoup d'isolation, donc peut-être pas besoin de faire 5 séries de pompes et puis 5 séries de pompes assistées. Si tu arrives déjà à bien surcharger le pattern de mouvement, c'est pas mal. Et puis peut-être faire un drop set ou deux de max pompe, allez, vraiment avec une intensité plus basse. Ouais, donc je trouve qu'il y a beaucoup de séries, et peut-être que, comme l'a dit Alexandre, chaque série est trop facile. En fait, tu as beaucoup de séries sous-maximales, et tu t'en tirerais mieux avec moins de séries, mais des séries un peu plus proches de l'échec. Donc où est-ce que tu t'arrêterais entre 4 reps de l'échec et aller directement à l'échec. Donc rester dans cette fourchette-là d'intensité relative, et faire nettement moins de séries. Ensuite, niveau fréquence, donc c'est un push-pull leg, où est-ce que tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine. Donc à moins que tu puisses chaque semaine t'entraîner 5 fois par semaine
et que la séance que tu répètes pas 2 fois, ce soit la séance jambes, tu manqueras de fréquence pour ton haut du corps en ayant que une semaine sur deux, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, le travail sur chaque groupe musculaire. Comme on le dit souvent, c'est intéressant à la fois pour la force et l'hypertrophie de travailler chaque mouvement ou chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, voire plus. Mais c'est nettement sous-optimal. On va enchaîner avec une question qui va arriver après. En fait, c'est lui qui m'a posé la question et c'est par rapport à ce programme-là, c'est comment maximiser ses gains en handstand en conservant ses basiques. Et donc, c'est un peu son objectif du programme, c'est qu'il a pas forcément envie de progresser sur ses basiques, mais il a envie de les garder. De les garder et de donner toutes ses chances au handstand. Sachant qu'en termes de basique, il a la one arm pull-up, des choses comme ça. Et puis là, c'est plutôt ces petits exercices-là. Donc voilà. En termes de basique, il aimerait bien conserver sa force à ce niveau-là. Attends, donc cette question, c'est une question du mec qui a fait la deuxième routine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ok, hop, c'est intéressant. C'est pour ça que c'était un peu combiné. Ah d'accord, ok, ça va bien, ça va bien ensemble, ok. Et même la dernière en fait, avec combiné calisthenics, c'est un objectif spécifique en corde à sauter, tu vois. Donc, ok. C'est les deux questions là, donc on pourra mettre les deux en un. Je voulais faire un petit package de tout ça. Ce podcast, ce serait carrément du coaching pour ce mec-là en particulier. Ouais, Kenzo, il va être heureux. On te met bien. Ok, alors ouais, donc il faut savoir déjà que la quantité d'entraînement qu'il faut faire pour faire des progrès n'est pas la même quantité d'entraînement nécessaire pour garder des progrès. Ouais. C'est donc à la fois niveau force et masse musculaire, c'est très facile de garder ses gains avec assez peu. Il suffit d'avoir le bon choix d'exercices, donc des exercices complets qui vont être la meilleure utilisation de ton temps. Donc pour maintenir tes basics tout en travaillant beaucoup sur ton handstand, déjà au niveau de comment tu organises tes séances, il faudrait bien sûr mettre, comme on le dit souvent, le handstand en début de séance, tant que tu es frais pour être bien appliqué dessus et faire un maximum de gains dessus. Et ensuite, mettre tes basics. Donc pour gagner du temps, tu peux faire tes basics en série combinée, comme on le dit souvent. Donc alterner un exercice de poussée et un exercice de tirage. Donc ta séance, ce serait peut-être de faire 1 heure et demie de handstand au total, donc échauffement inclus. Puis de faire 3 séries, peut-être même 4 séries de chaque exercice. Donc que ce soit des tractions, ou des pompes, des dips, bref, un exercice de poussée, un exercice de tirage que tu réalises en série combinée, donc disons traction, un petit peu de repos, pike push-up, un petit peu de repos, traction, un petit peu de repos, pike push-up, etc. Tu vas facilement maintenir tes progrès en masse musculaire et en force avec peu de séries par semaine et les faire en série combinée à la fin de ta séance handstand, c'est vraiment la meilleure utilisation de ton temps. Tu peux répéter ça. Donc réaliser chaque exercice de poussée ou de tirage, même une fois par semaine, c'est ok pour les maintenir. Je recommanderais quand même 2. Ouais, essaye de faire 2 fois. Surtout si tu fais pas beaucoup d'exercices, t'aurais facile à les faire 2 fois. Disons que si t'as 3 séances handstand par semaine, ou plus, enfin, ou est-ce qu'il y a 3 séances, ou est-ce que tu continues de travailler sur tes basics, à la fin de tes séances, tu pourrais faire un jour pompe et rowing, donc tirage horizontal, et un jour traction et un tirage vertical que tu réaliserais en série combinée pour 3 à 4 séries. C'est rapide à faire, ça te fait maintenir tes progrès et faut pas s'inquiéter, on maintient vraiment les progrès avec assez peu de volume. En fait, surtout pour la force, il suffit juste de réaliser l'exercice pour, disons vulgairement, se souvenir de la technique, on va dire conserver les adaptations nerveuses. Et même pour l'hypertrophie, à moins que tu sois en déficit calorique assez sévère et avec peu de protéines, tu perds pas du muscle du jour au lendemain si tu continues d'entraîner ces mouvements avec quelques séries par semaine. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait demandé dans le podcast d'avant, j'avais demandé un peu la diète et tout. Lucas l'a pas montré, même Kenzo me l'avait envoyé, mais je sais plus où, je trouve plus le truc. Il m'avait juste dit, ouais, il est végétarien, il manque un peu de protéines, donc il allait bosser à ce niveau-là. Donc c'était une des questions que j'ai oublié de mettre dans le podcast, mais on aura pu dire comment augmenter ses protéines en étant végétarien, quoi. Mais limite
peut vite faire deux, trois petits tips maintenant. Moi, personnellement, l'année passée, j'ai fait 1 an vegan. Ok. Et Je savais pas. c'était un petit test avec un pote. Ok. Et je m'autorisais les œufs. Donc bah, c'était végé, donc c'est nickel. Donc des œufs, parfait. Après, c'était pas végé, bah, c'était chaque fois de combiner 2 céréales pour avoir tous les acides aminés, style riz et lentilles. Donc ça te permet vraiment d'avoir une combinaison parce que tu as besoin de 20 acides aminés et particulièrement la leucine pour maximiser la synthèse protéique. Et le fait de combiner deux sources de protéines végétales, ça te permettait d'avoir au moins je sais plus combien, mais ça te permettait vraiment d'avoir, enfin c'était toujours moins efficace que la viande, je pense, mais ça permettait d'avoir quand même ce qu'il fallait. Le seuil de leucine, c'est d'environ. Ensuite, ça dépend du poids de l'individu. C'est d'environ de 2,5, enfin, entre 2 et 2,5 grammes de leucine par repas, donc pour atteindre le seuil de leucine. Le concept du seuil de leucine, je vais expliquer récemment. Je vais expliquer rapidement. Alors, la leucine, comme l'a dit Alexandre, c'est quand même l'acide aminé principalement responsable de la synthèse protéique, donc de la hausse de ce processus de construction de nouveaux tissus protéiques. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la masse musculaire. En anglais, on appelle ça MPS pour Muscle Protein Synthesis, synthèse de protéines musculaires. Le concept du seuil de leucine. Sur une consommation d'un repas contenant, disons, 15 grammes de protéines, vous allez stimuler votre synthèse protéique, mais assez peu. Assez peu, donc 15 grammes de protéines, 20 grammes de protéines, toujours relativement peu, mais lorsque vous allez passer votre seuil de leucine, qui disons est de 25 grammes ou 30 grammes de protéines d'une bonne qualité, donc qui correspond à environ 0,3 grammes de leucine, non pardon, de protéines par kilo de poids de corps, vous allez atteindre un seuil qui va faire que vous allez maximiser à 80% votre potentiel de synthèse protéique avec ce repas. Donc vous avez donc, disons, 15 ou 20 grammes de protéines qui vont vous amener à peut-être 20-30% de votre synthèse protéique maximale. Et lorsque vous allez atteindre ces 25 ou 30 grammes de protéines, vous allez atteindre 80% de cette synthèse protéique. Donc on voit que c'est une relation pas du tout linéaire et que vraiment, lorsque vous atteignez votre seuil de leucine, vous atteignez un cap qui maximise quasiment votre synthèse protéique. Donc c'est souvent à 25 ou 30 grammes de protéines d'une source de qualité, donc principalement des sources animales. Donc des sources contenant beaucoup de leucine, telles que des œufs, du lait, la viande, du poisson, etc. Pour atteindre 100% de votre synthèse protéique maximale, il faut aller aux alentours de 40 à 50 grammes de protéines de qualité. Et on voit bien que on peut donner la recommandation de chaque repas devrait contenir environ entre 25 et 40 à 50 grammes de protéines pour avoir une stimulation correcte de la synthèse protéique. Le souci qu'on a lorsqu'on est végétarien ou végétalien, ou bref, qu'on n'a pas tout à fait toujours accès à des sources de protéines de qualité telles que des œufs, du poisson, du lait, etc., c'est que pour atteindre notre seuil de leucine, on va devoir sélectionner certaines sources alimentaires. Donc il y a certaines sources végétariennes qui contiennent pas mal de leucine, mais cependant on n'a pas tous les acides aminés. Donc comme l'a dit Alexandre, souvent on cherche à mélanger différentes sources de protéines. Donc différentes sources de céréales avec peut-être du riz ou des choses du genre pour avoir un profil, un spectre d'acides aminés qui est le plus complet possible. Parce qu'on a 8 acides aminés qui sont essentiels et c'est rare de les avoir tous dans une seule source de protéines. C'est ça le challenge qu'on a lorsque l'on est végétarien. Lorsqu'on est omnivore, c'est facile de trouver des sources de protéines animales qui contiennent suffisamment de leucine et qui ont un spectre d'acides aminés complet. Donc particulièrement les meilleures sources de protéines au niveau de la synthèse protéique et de la qualité de leur profil d'acides aminés, c'est le lait et les œufs, principalement. D'ailleurs, petite parenthèse au niveau des œufs, on a tout intérêt à consommer les œufs entiers pour la synthèse protéique, parce que les acides aminés présents dans le blanc ne sont pas les mêmes que les acides aminés présents dans le jaune, et du coup, si vous consommez que l'un ou que l'autre, donc je pense particulièrement aux gens qui consomment que le blanc, vous ne maximisez pas votre synthèse protéique parce que vous n'avez pas un spectre complet d'acides aminés. Donc vous prendrez plus de muscles au final en mangeant vos œufs entiers
donc pour la même valeur de calories même, hein, donc quitte à manger moins d'œufs mais des œufs complets, en mangeant vos œufs complets parce que vous aurez un spectre d'acides aminés complet. Lorsqu'on est végétarien, on cherche pour contrecarrer ça, du coup comme l'a dit Alexandre, à mixer des sources de protéines, à utiliser un complément aussi souvent de protéines végétales, c'est très Voilà, c'est utile, ça. Moi, quand j'ai fait. qui est un mélange Ouais. de différentes protéines. Personnellement, on avait acheté de la protéine de pois. Bon, après, voilà, c'était à toi de déterminer quelle protéine serait la plus adaptée pour toi. Il y avait la protéine de pois, il y a celle de chanvre qui est pas mal, je pense, celle de soja, puis voilà, ça reste un peu à voir. Faut pas avoir peur non plus trop du soja, parce qu'on dit souvent, ouais, si on prend un peu de soja, on va faire des androgènes, donc c'est les hormones féminines et on va avoir les seins qui poussent. Oestrogène, oestrogène. Oestrogène, androgène, c'est masculine justement. Donc les oestrogènes. Donc ouais, il y avait des études qui montraient que je crois qu'il fallait au moins, je crois que c'était 10 verres entiers de lait de soja pour pouvoir avoir quelques effets œstrogènes, quoi. Donc 10 verres de 25 millilitres, c'est énorme, quoi. Donc il faut pas avoir trop peur à ce niveau-là. Donc du coup, bah, ça te permet de prendre aussi peut-être du tofu du tofu, des choses comme ça dans certains repas, du corn, faire des protéines de pois chiches, te faire un petit houmous. Il y a vraiment moyen de trouver pas mal de choses pour atteindre au moins 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Et je dirais que tu devrais essayer d'aller un peu au-delà si tu es vegan justement pour avoir tous les acides aminés. Donc voilà. Souvent, donc, dans une diète végétarienne, on a environ, pour un total égal de protéines à une diète omnivore, 17% de moins de leucine donc, que ce qu'on a sur une diète omnivore. Donc ça peut être intéressant d'augmenter nos protéines au total quand on est végétarien, simplement pour compenser pour la moindre, entre guillemets, qualité des profils d'acides aminés. Donc au lieu d'aller à 1,8 g de protéines par poids de corps, aller à 2 ou un petit peu plus haut grammes par kilo de protéines par poids de corps. Ça peut être intéressant du coup pour compenser cette problématique de leucine. Autre chose, lorsque vous choisissez un complément, donc que ce soit, donc on parle d'un complément de protéines, donc type une whey ou une protéine végétale, c'est intéressant d'avoir au niveau du profil d'acides aminés 10% des protéines qui sont issues de la leucine. Donc pour, disons, une dose de 40 grammes, donc qui contiendrait 30 grammes de protéines, cherchez à avoir au moins 3 grammes de leucine dans ces doses-là. Donc plus ou moins, et préférentiellement plus, ou équivalent 3 grammes, non pardon, enfin 10% des protéines qui sont issues de la leucine. Donc sur une dose de 30 grammes, ça ferait 3 grammes de leucine, ce qui correspond bien à notre seuil de leucine, ou un petit peu plus haut pour maximiser notre synthèse protéique. En général, c'est marqué hein, ça sur l'emballage, tu sais le voir. Et parfois, ils le mettent bien en valeur, attention. Ouais, attention Euh, cependant, parce que parfois, ouais. ils font ce qu'on appelle de l'aminospiking. Enfin, ça, c'est un autre débat. C'est qu'en fait, ils rajoutent certains acides aminés pour augmenter le quota de protéines de votre complément. Et donc, ça a deux problématiques, hein. La première, c'est que souvent, ils rajoutent un complément alimentaire, un acide aminé qui coûte très peu cher et qui n'est pas d'une bonne qualité, donc pour augmenter artificiellement le total de protéines. Et deuxième chose, c'est que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un produit qui est plus brut et qui a un profil d'acide aminé plus naturel comparé à un produit où est-ce que on a artificiellement augmenté les taux de certains acides aminés en rajoutant séparément ces acides aminés là en question. C'est moins intéressant au niveau synthèse protéique. Voilà. Moi, je pense on a déjà pas mal décrit pour répondre aux questions de Kenzo, alors. Je crois qu'on est bon. Ouais. Donc, peut-être juste vite fait pour la corde à sauter, ouais, voilà, on n'a pas trop, je sais pas trop ce que t'en penses, si t'as beaucoup de trucs à ce niveau-là. Moi, parce que si tu fais ta corde à sauter avant la séance ou avant un handstand, tu vas toujours générer un peu de fatigue. Moi, je mettrais plus, si tu as des objectifs en endurance, peut-être les faire après. Après, je pense que tu as plus des objectifs en termes de freestyle.
Je crois que tu as certains moves qui sont vraiment très stylés. Donc essaye de le pratiquer. Tu as aussi besoin d'être frais à ce niveau-là, donc soit tu essayes de les mettre dans des séances isolées, parce qu'il y a toujours moyen de combiner un peu de corde à sauter, ça tu peux en faire quand même partout. Ou alors, vite fait, tu fais un peu d'échauffement et tu lances 2-3 moves de corde à sauter. Ça va peut-être, vu que c'est plus bas du corps, un peu dans la poigne et les épaules, ça va pas trop te fatiguer. Et puis tu pourras quand même enchaîner handstand. Donc voilà, puis si tu aimes bien le faire peut-être en superset pendant les temps de repos, ça sera peut-être pas optimal, mais tu pourras quand même progresser sur les deux domaines. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Donc, d'abord, tu peux mettre de la corde à sauter dans ton échauffement, donc qui peut être utile pour augmenter ta température corporelle. C'est une étape d'échauffement. Oui, donc faire peut-être quelques exercices de corde à sauter dans ton échauffement. Ça peut faire d'une pierre deux coups. Mais au niveau de la structure vraiment de l'entraînement hors échauffement en soi, il faudrait mettre toujours du coup les handstands avant, puis peut-être ta corde à sauter et ensuite ta séance plus de street workout. Donc tu fais ça par ordre de priorité. Et si tu as autant de priorité sur tes handstands que sur ta corde à sauter, tu mets quand même les handstands avant. Parce qu'il faut être mentalement bien plus frais, je pense, que sur de la corde à sauter. Ouais. Ensuite, là, de ce que tu nous as dit, tes basics, tu cherches uniquement à les conserver, donc ça pose pas de souci de les garder plutôt vers la fin de la séance. Et même idéalement, vu que tu as des objectifs assez variés, donc corde à sauter, handstand, sport d'endurance, ce sera intéressant de faire plusieurs séances par jour si tu peux, donc 2 séances. C'est-à-dire que le matin, tu peux faire peut-être de la corde à sauter et de l'endurance, si jamais tu fais peut-être de la course à pied. Et l'après-midi, tu fais une grosse séance handstand, puis comme on a dit, tes 3 à 4 séries de basics ensuite. Comme ça, tu mitigeras la fatigue, tu récupéreras mieux et tu seras frais pour à la fois tes handstands et ta corde à sauter. Donc tu pourras théoriquement sur le papier prioriser les deux si tu as la capacité de t'entraîner 2 fois par jour. Tu auras certainement la capacité de t'entraîner 2 fois par jour, pardon. Le week-end, et c'est pas grave si tu peux pas le faire sur la semaine, quoique ça prend pas tellement de temps de faire une séance de corde à sauter de peut-être 20 à 30 minutes le matin. C'était terminé et tu te lèves tôt, mais profite du week-end, le samedi et le dimanche, pour tester cette façon de faire, donc de réaliser 2 séances par jour. Une petite séance corde à sauter endurance le matin, puis handstand, renforcement le soir. Et même plutôt dans cet ordre-là, parce qu'on sait que les performances d'endurance sont meilleures le matin et que les performances d'entraînement en résistance, donc force hypertrophie, sont meilleures l'après-midi, parce que la température corporelle est plus adaptée à ce genre d'effort, vers à peu près 17h. Alors que le matin, justement, la moindre température corporelle est un petit peu plus bénéfique pour éviter une surchauffe qui sera un facteur limitant à une activité d'endurance. Ouais. Puis il n'y a pas tellement d'interférences non plus entre corde à sauter et sport vendu et calisthenics ou handstand. Contrairement à ton sport de combat par exemple, si ça pourrait te fatiguer vachement plus de faire beaucoup de séances d'arts martiaux. Donc c'est toujours des facteurs qu'il faut en prendre en compte dans sa fréquence d'entraînement et autres. Bon, vu qu'on a déjà pas mal discuté de ces questions, on va peut-être passer à la FAQ. Sinon, on n'aura pas. Sinon, on a déjà fait un peu de FAQ en répondant à toutes ces questions voilà, de sa routine. Donc, je vais te poser la première question. Il y a un collègue allemand, non, je crois que c'est un tchécoslovaque, je pense. Frings Movement. Donc, il a vu poser-moi des questions et il m'a envoyé une petite question sympa. Donc, il est aussi un peu de notre point de vue dans calisthenics, il a pas mal d'expérience. Et il nous a demandé quelle était notre opinion à propos de la scapula en planche et en front lever. Donc il faut savoir qu'il y a un grand débat là-dessus. Donc il y a tout ce qui est scapula en protraction qui est souvent suggéré pour la planche. Donc c'est vraiment les scapulas qui sont les plus éloignées l'une de l'autre, qui sont en sonnette externe. Et donc ça fait un peu l'image du dos rond, un peu en position chat. Et il y a l'inverse qui est plus suggéré en front lever, donc les scapulas super collées l'une vers l'autre, comme en position de développé couché par exemple sur un banc, on vient les plaquer l'une vers l'autre avec les épaules vraiment en arrière. Et donc
je vais demander la question à Morgane. Moi, je lui ai déjà répondu en message privé. Vas-y, je te demande la Tu question. nous proposeras toi aussi ta réponse. Ouais. Ouais, On aura alors, peut-être pas le même point de vue. le débat, en fait, il est plus sur le front lever que sur la planche. Donc, alors, comme l'a dit Alexandre, on recommande, et quasi tout le monde recommande, d'être dans une position de protraction sur la planche. Donc, la protraction, qu'est-ce que c'est? On a différents mouvements à la scapula. La protraction, c'est quand les deux scapulas, donc les deux omoplates, sont écartées l'une de l'autre. Donc, sont assez peu proéminentes lorsqu'on regarde le dos. Donc elles sont écartées et ça fait que aussi on pousse les épaules vers l'avant ici. Donc si vous voulez une image, c'est comme si vous essayez de faire un câlin à quelqu'un. Donc vous êtes en position de protraction, scapula écartée, épaules poussées vers l'avant. Et sur les front laveurs, on recommande souvent d'essayer d'être en rétraction, c'est-à-dire de resserrer les scapulas l'une contre l'autre, comme l'a dit Alexandre, dans une position de développé couché. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on recommande ces positions-là dans ces figures-là. Une première raison, c'est pour des raisons d'esthétique. Et une deuxième raison, c'est pour des raisons de performance, pour une question de relation tension-longueur. Alors, relation tension-longueur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un muscle est dans une position optimale à produire le plus de force lorsqu'il est à une longueur moyenne. Si on prend l'exemple du biceps, le biceps est le plus fort globalement. Donc si on prend uniquement l'insertion du coude, hein, non pas lorsqu'il est bras tendu, donc lorsqu'on est totalement étiré au niveau du biceps, non pas lorsqu'on est totalement bras fléchi, donc avec le biceps totalement contracté, mais où est-ce qu'on est dans une position d'entre-deux, c'est-à-dire peut-être coude fléchi à 80 degrés, angle droit. Ça, c'est la relation tension-longueur qui nous dicte ça, et c'est simplement le cas parce que lorsqu'on est, niveau physiologie, niveau myologie, donc étude du muscle, le mouvement est créé par l'actine et la myosine, donc qui sont des filaments protéiques qui glissent l'un sur l'autre. Et c'est lorsqu'on est dans cette position de relation tension-longueur optimale qu'il y a le plus de ponts, le plus de jonctions possibles entre, si vous voulez, ces deux scratchs, on pourrait dire, donc qui ont le plus d'adhérence l'un contre l'autre et qui ont le plus de friction donc, pour produire un maximum de force. Pourquoi ça nous intéresse dans le positionnement des scapulas pour le front lever ou pour la planche? Simplement parce que lors de la réalisation de ces mouvements, donc on va prendre l'exemple du front lever, le positionnement des scapulas influe sur la position des groupes musculaires moteurs, donc agonistes, principaux de ces mouvements. Sur le front lever, lorsque vous êtes en protraction, ce qui se passe, c'est que le grand dorsal, qui a diverses insertions, dont une insertion sur l'épine de la scapula, va être peut-être trop étiré et qui va du coup ne pas être dans une position optimale pour produire de la force. Du coup, si on est en rétraction, on met le grand dorsal dans une meilleure position au niveau de sa longueur pour être le plus puissant possible et donc maximiser notre performance. C'est un peu pareil sur la planche, différents groupes musculaires dont on se sert pendant la planche sont dans une meilleure position, dans une meilleure relation tension-longueur lorsqu'on est en protraction que lorsqu'on est en rétraction. Donc les deux raisons pour lesquelles on recommande la protraction en planche et la rétraction en front lever, c'est 1 pour des raisons esthétiques, 2 pour des raisons de performance, et on pourrait peut-être ajouter 3 pour une raison de prévention des blessures, puisque globalement l'épaule, dans la majorité des cas, à moins qu'on soit dans une position au-dessus de la tête, est un peu plus sécurisée dans des positions de rétraction, donc on pense peut-être au front lever dans ce cas-là. Dans tous les cas, pour l'épaule, on essaie toujours aussi d'avoir une dépression, que ce soit en protraction ou en rétraction. On essaie de garder notre épaule dans la capsule. Dépression, c'est abaissement. Ouais, on évite que les épaules aillent aux oreilles. On veut vraiment les garder dans la capsule à ce niveau-ci, que ce soit en protraction ou en rétraction. Donc c'est plus facile à faire en rétraction, mais en protraction, on essaie aussi de le faire dans notre planche, d'avoir les épaules vraiment plus proches l'une de l'autre. Vous allez sentir que vos dorsaux vont être plus contractés aussi à ce niveau-là. Et c'est vraiment le facteur le plus important pour la prévention de blessures aussi. Ouais, parce qu'en faisant un abaissement, on réduit les frottements qu'il y a entre la tête de l'humérus et tous les tendons. Donc, par exemple, le tendon du long biceps ou le tendon du supraépineux qui peut être pincé entre la tête de l'humérus et
Et l'acromion, Et, je crois. l'acromion. Donc on parle d'espace sous-acromial pour laisser de la place pour le tendon du long biceps, pour le supraépineux, pour pas qu'il soit pincé. Donc dans beaucoup de mouvements, on recommande un abaissement des scapulas. C'est un peu particulier pour le handstand. Pour le handstand, pour Ouais. avoir un maximum de flexion d'épaule, on est obligé au bout d'un moment de faire une élévation pour atteindre la flexion la plus totale possible. Donc on recommande en planche d'être en protraction, et pour le front lever ça fait un peu plus débat, on cherche le plus souvent à être en rétraction, mais en fait c'est tellement difficile d'être en rétraction que souvent on finit dans une position de protraction ou neutre, mais c'est l'intention qui compte. Ouais, En fait, faut chercher à être le plus possible en rétraction pour finir neutre, parce que si on fait moins d'efforts, bah, on va finir en protraction forcément, et c'est déjà mieux d'être en neutre que d'être en protraction sur le front lever, puisqu'on se rapprochera déjà un petit peu plus de la rétraction. Tu as des choses à ajouter, Alexandre, à ce niveau-là? Ouais, moi je voulais dire, il y a quand même certains athlètes qui ont des fronts mais en protraction à crever, quoi. Je sais pas si tu as déjà vu genre Lexa Steel. Ouais. Son front lever, c'est clairement de la protraction, il est à fond dans le delta postérieur, et pourtant le mec il a record du monde, quoi. Donc il part vraiment au point mort. Et je voulais aussi rajouter un point, donc pour certains exercices du front lever, donc quand on fait par exemple du front lever raises, bah, c'est assez difficile quand tu pars du point mort, d'arriver et de te mettre en rétraction directement. Souvent, quand on fait cet exercice-là, peut-être qu'en TOC, on est encore assez simple à le faire, mais dès que l'intensité augmente, ça devient extrêmement difficile de partir du point mort et de venir chercher à faire une rétraction complète. À l'inverse que si on arrive en bras pliés, par exemple, et qu'on se met, on aura beaucoup plus facile à faire notre rétraction. Ou alors si on part de l'inverted hang, donc de la suspension, par exemple si on est aux anneaux, on est pendu avec les jambes en l'air, là on aura facile à engager sa rétraction, contrairement à l'inverse que si on part du point mort, faire une rétraction dans ce cas-là va être très très compliqué. Donc, et puis comme l'a dit Morgan, je suis d'accord avec toi, c'était mon point de vue aussi, c'est que c'est vraiment l'intention qui compte. Donc quand on est dans notre front lever, ben, on va vraiment chercher à imaginer qu'on va faire cette rétraction. Et même si on l'est pas forcément, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Enfin, même si on l'est pas forcément, on va quand même être efficace, quoi. Donc c'est ça. Et pour la planche, moi je remarque, bah, on dit vraiment protraction, ça se fait facilement en TOC planche. Et de nouveau, quand on va chercher à avancer dans les progressions, ben, plus les épaules vont vers l'avant, plus on va perdre cette protraction. Donc, plus on a de protraction en planche, moins, moins on va devoir liner vers l'avant, et plus on aura une planche qui sera haute et qui sera en général esthétiquement plus belle. Mais je remarque souvent sur les personnes plus grandes, plus lourdes, ben, vont devoir liner beaucoup plus que les mecs qui sont plus légers. Et ça va dépendre aussi beaucoup de vos longueurs de segments et autres. Mais je pense qu'il y a un certain moment où on n'a pas le choix que de travailler sur notre force brute dans le delto, peut-être vraiment travailler plus sur davantage travailler sur le lean, donc la capacité à aller chercher le plus loin possible avec les épaules, quitte à négliger un petit peu sa protraction qui pourra être à un certain moment limitante et être plutôt en position neutre. Et si on arrive, bah, grâce au lean et une position neutre de l'omoplate à débloquer sa planche, c'est tout bénéfice, c'est quand même bénéf, quoi. Donc, faut pas être obsédé par la forme, pas obsédé par être tout le temps en protraction H24. Parfois, se dire, je vais travailler plus mon lean, être dans une position neutre et, réussir quand même à progresser en planche. Alors, c'est intéressant, oui, sur les front lever. Tu nous as dit que, oui, quand on faisait des front lever raises, donc des répétitions dynamiques, c'était difficile en engageant la phase concentrique d'être en rétraction et en abaissement. Ouais. Mais par contre, sur un excentrique, vu qu'on est plus fort, on a souvent la capacité de quand même rester en abaissement et en rétraction. Pareil C'est sur la planche, si vous avez différents holds dans votre programme, donc que vous avez un jour peut-être en 5-8 secondes et un jour peut-être en 12-20 secondes, profitez du hold avec une moindre intensité, donc que vous tenez plus longtemps pour vraiment vous appliquer sur la forme. Faites toujours au mieux dans toutes vos progressions, mais il se peut qu'il y ait un peu plus de dégradation de l'exécution sur des variantes
plus difficiles. Donc savoir ça, c'est pas non plus une excuse pour être feignant au niveau de la forme. Faites au mieux toujours et gardez des exercices d'isolation, de renforcement de votre protraction. Mais il faut savoir que parfois, ça va arriver de ne pas être en front lever dans la meilleure rétraction possible, de ne pas être en planche dans la meilleure protraction possible. Faites au mieux, ne négligez pas vos exercices de protraction, mais ça peut arriver sur les holds les plus difficiles de perdre en protraction. Ouais, voilà, je pense que on a plus ou moins fait le tour de cette question. Donc, bon, on va attaquer la dernière question. Tu me la poses ou tu... Attends, de laquelle on parle? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Mais vu que les deux dernières, on y a déjà répondu. Ok, toi, vas-y. Ouais. Ok. Donc, la question c'est est-ce que le calisthenics peut être utile pour un sport d'endurance? Donc, ouais. Ouais, alors, déjà, c'est une question. Alors, de nos jours, dans la préparation physique, on se rend de plus en plus compte que même pour les activités d'endurance, des renforcements sont efficaces, sont bénéfiques, et on devrait en inclure. À l'époque, dans les années 60-70, on cherchait à justement éviter des renforcements, donc des gains d'hypertrophie pour les activités d'endurance. On pense particulièrement à de la course à pied, parce qu'on se disait qu'en étant plus lourd, on serait moins économe énergétiquement et que du coup, la performance serait impactée. Maintenant, de plus en plus dans la préparation physique, même pour des sportifs d'endurance, des choses comme du demi-fond, on inclut de la musculation parce qu'on sait que même si ça va nous rendre légèrement plus lourd, ça va quand même au final être un bénéfice net parce que en étant plus puissant, on aura des meilleures foulées par exemple. On peut aussi avoir une meilleure efficience au niveau des mitochondries. Bref, on sera plus puissant et on aura des meilleures capacités, même d'endurance, qui vont largement compenser le fait qu'on sera légèrement plus lourd du fait de l'hypertrophie qu'on a eu. Donc c'est au final plutôt bénéfique. Alors comment inclure quand même des renforcements de musculation ou de calisthenics pour notre sport d'endurance? Parce qu'il faut quand même pas se mettre à faire tellement de musculation qu'on n'aura plus le temps de nous entraîner et de progresser, d'avoir les bonnes capacités de récupération pour progresser dans notre sport d'endurance. Déjà commencer avec assez peu de volume et assez peu de fréquence. Je te laisse. Donc faudrait donc surtout quand on n'a pas l'habitude d'inclure déjà des renforcements de résistance training dans notre entraînement d'endurance, commencer avec assez peu de volume, assez peu de fréquence et assez peu d'intensité relative aussi. Donc on va rester, donc, comme bien souvent quand on a plusieurs objectifs, sur des exercices de renforcement qui sont polyarticulaires. Donc pour le bas du corps, on pourrait penser à squat, fente, exercices de type hip hinge, donc toutes les variantes de soulevé de terre. Et pour le haut du corps, bien sûr les basics, donc les deux exercices de tirage et de poussée principaux. Donc en tirage, on aurait les tractions, donc un tirage vertical, et le rowing, un tirage horizontal. Et pour la poussée, on aurait le développé au-dessus de la tête, donc un développé vertical, et une poussée horizontale type pompe. Donc on va rester sur des exercices polyarticulaires et commencer avec peu de volume si on veut compléter notre sport d'endurance. Donc avec peut-être moins de 10 séries par groupe musculaire et par séance. Donc 10 séries qu'on répartirait sur, disons, 2 séances par exemple, ça peut être une bonne base. Et au fur et à mesure des semaines, des cycles d'entraînement, on rajoute une série par-ci par-là sur un exercice. Et c'est comme ça qu'on commence à construire notre capacité de tolérance, de capacité de récupération, pour à la fois faire des gains musculaires et de progresser dans notre sport d'endurance. Et ces gains musculaires vont nous rendre plus forts, plus puissants et pas pour autant moins économes sur notre activité d'endurance. T'en penses quoi, Alexandre? Ouais, nickel. Surtout que les sports d'endurance en particulier prennent en général un volume d'entraînement énorme, donc ils demandent beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, génèrent beaucoup de fatigue. Donc c'est toujours c'est toujours un grand dilemme de combiner ça avec de la musculation. Surtout que la spécificité du sport, au final, c'est ça qui fait qu'on progresse. Donc ça sera jamais un moyen miracle de rajouter des exercices de résistance. Ça peut être un plus, comme l'a dit Morgane. Donc, mais ça sera jamais le truc qui va faire que vous allez
exploser vos performances, ce sera la petite touche d'optimisation. Si vous la mettez comme il faut, si vous la mettez de manière trop inadaptée, ça risque de justement impacter vos progrès là-dessus. Et celui qui a posé la question, c'est mon ami Simon. Donc, il pratique le triathlon. Donc, Ok. dans le cas du triathlon, il y a quand même déjà une petite partie haut du corps qui se fait par la natation. Et donc, clairement, gagner en muscles sur le haut du corps peut vous rendre meilleur nageur, mais de nouveau, c'est toujours difficile à combiner au niveau de la fatigue des deux disciplines. Donc, je pense qu'en inclure sera d'office bénéfique et peut-être à une fréquence d'une fois semaine pour commencer, voir comment on tolère un peu ce qui est généré et pourquoi pas augmenter la fréquence, pas en diminuant peut-être le volume sur la séance et si vous réussissez à progresser là-dessus, c'est parfait. Au niveau de comment inclure ça aussi, donc il y a des choses qui me viennent en tête. Donc déjà, c'est intéressant de rajouter un entraînement de résistance training à côté de l'endurance, simplement parce qu'un entraînement en résistance, donc on a maintenant beaucoup d'études sur ça qui nous donnent des bonnes données, ça réduit 2 tiers, enfin ça empêche 2 tiers, ça prévient 2 tiers des blessures d'usure, l'entraînement en résistance. Donc c'est intéressant pour tous les sports du coup, et particulièrement pour les sports d'endurance, parce que les sports d'endurance, c'est des sports où est-ce que on a des hauts volumes d'entraînement et où est-ce qu'on pratique des mouvements répétés. Donc là, particulièrement la natation qui me vient à l'esprit, vu qu'on a évoqué le triathlon, on a beaucoup de blessures d'usure des épaules en natation, et rajouter du resistance training qui va nous aider à construire cette capacité de tolérance de nos tissus conjonctifs, etc. Et à renforcer les muscles entourant cette articulation-là vont nous permettre de améliorer notre tolérance et du coup notre résistance à certaines blessures. Donc premier côté intéressant. Au niveau de l'application de comment mettre en place ce resistance training par rapport à notre sport endurance, il faut savoir qu'il y a un effet d'interférence. Donc c'est le fait que les deux activités ne s'aiment pas trop l'une et l'autre au niveau des adaptations qu'elles procurent. Idéalement, ce serait bien de mettre l'entraînement de calisthenics sur un jour de repos de l'entraînement d'endurance. Et au cas où ce serait pas possible, il faudrait séparer les deux séances d'au moins 6 heures de temps pour réduire cet effet d'interférence et ainsi éviter de perdre bêtement en gain en mettant les séances trop proches l'une de l'autre. Simplement parce que les adaptations qui ont lieu entre l'entraînement d'endurance et l'entraînement de musculation sont un petit peu contre-productives l'une pour l'autre sur le moment, sur le court terme, au niveau des processus moléculaires qui se passent. Et on sait par exemple que l'expression de mTOR, donc, qui est une protéine responsable de la synthèse protéique, est réduite, est presque inhibée par un fort volume d'entraînement d'endurance. Donc ce serait intéressant de séparer ces deux séances d'entraînement dans la journée, si tu dois faire à la fois calisthenics et endurance, de les espacer d'au moins 6 heures. Ouais. Donc l'endurance, c'est surtout la voie de AMPK. Donc c'est un peu opposé à mTOR. Donc c'est un peu chaque fois deux hormones qu'on dit attention, si vous faites du resistance training, ne faites pas d'endurance training parce que vous allez générer trop d'mTOR et donc trop d'AMPK si vous faites ça, et donc ça va inhiber votre mTOR. Après, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi que par exemple, si tu devais choisir et que tu n'avais pas le choix de faire de la force et de l'endurance, ben, tu devrais surtout privilégier, tu fais ta force avant ta séance en endurance. Et donc, par exemple, si tu fais ta séance de musculation, évite surtout de faire, évite surtout de faire l'endurance et puis la muscu. Donc, faites toujours la musculation en premier. Et, parce que ça va te permettre à la fois de si tu, il y avait une étude qui a été faite sur deux groupes, donc il y avait un groupe qui faisait endurance avant et muscu après. Ben, le groupe qui faisait endurance avant gagnait en endurance, mais ne progressait pas ou peu en muscu, moins que le premier groupe. Et donc le premier groupe qui faisait muscu avant et en endurance progressait autant en endurance, malgré qu'il ait fait la musculation avant, et gagnait en muscle,
Donc ils progressaient musculairement et en force, donc leur rep max ont augmenté, leur, allez, leur, on a pu voir qu'il y avait une hypertrophie aussi. Et donc j'allais dire un truc avec ça en plus. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait faire le resistance training, puis l'endurance plutôt que l'inverse, si on doit Ouais. faire les 2 séances collées l'une à l'autre. Mais j'avais un autre truc en plus. Merde. Fait On chier. peut aussi, bon là, ce serait peut-être pas applicable pour le triathlon, mais faire un petit peu avant, un petit peu après, puisque le un petit peu avant peut servir d'échauffement. En fait, le pire des cas serait de faire les 2 séances collées, l'endurance, puis la musculation. Si on doit quand même faire les 2 séances collées, il faudrait faire la musculation, puis l'endurance. Ensuite, si on doit faire les 2 dans la même journée, il faudrait faire séparés d'au moins 6 heures l'un et l'autre. Et le cas ultime idéal serait de faire la musculation sur un autre jour que l'endurance. C'est ça de préférence, par ordre de préférence croissant. C'est ça la logique. Voilà, c'est ça. Donc, je retrouve plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Globalement, on a quand même bien répondu à la question, je pense. Ouais. Donc, voilà. Je crois que c'est tout pour ce podcast. On a fait 2 routines, donc assez long. Peut-être qu'on en fera qu'une. Ouais, je pense qu'on va rester sur une routine parce que on a dû perdre quelques auditeurs à ce niveau-là. C'est ça. Et voilà, je pense que c'était le premier épisode. Là, on va ouvrir notre chaîne Calisthenics Science Podcast en commun. Donc l'épisode va être posté sur cette chaîne et les suivants aussi. Donc Voilà. C'est tout pour cet épisode. On sortira. Là, on pensait sortir peut-être un épisode par mois, mais au final, on sort plus un épisode chaque semaine ou tous les 2 semaines. Donc, si on continue d'avoir des questions pertinentes, intéressantes, il y a moyen que l'on continue sur ce rythme de un podcast par semaine. Et comme l'a dit Alexandre, on va avoir une chaîne dédiée à ce podcast. Et cet épisode sera posté sur cette chaîne en particulier. ouais. Et pour les questions, est-ce qu'on leur demanderait pas de les mettre en commentaire? Ce serait Ouais, ça ouais. peut être en commentaire, ça peut être en message privé. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos Les deux questions fonctionnent. en commentaire, vos routines, peut-être pas en commentaire parce que tout le monde va les voir, donc essayez de nous les envoyer en message privé. Et voilà. Ce sera intéressant aussi pour vos questions de mettre votre âge, votre sexe, votre expérience d'entraînement pour qu'on donne des réponses plus pertinentes. Ouais. Allez. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu malgré la longueur, quasiment 1h30. Et on vous dit certainement à la semaine prochaine pour un autre épisode. Posez vos questions en commentaire ou en message privé. Salut à tous. Allez. Salut à tous.